militant israélien anticolonialiste et cofondateur du Centre d'information alternative. Et donc je lui cède la parole maintenant. Le soutien à Israël par l'Occident, par les pays occidentaux, c'est pas tellement l'effet des lobbies. C'est l'effet qu'on est du même monde. Et que la politique des gouvernants, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient socialistes, c'est reprendre d'une façon plus subtile quand même le monde divisé entre, alors on dit la démocratie, au lieu de dire les civilisés, autrefois on disait le monde libre, face à ceux qui ne sont pas. Et dans cette perception du monde, Israël est perçu par les dirigeants, par l'Union européenne, par tous les gouvernements, comme faisant partie du beau monde, face au monde pas encore suffisamment développé, pas encore suffisamment démocratique, pas encore suffisamment civilisé. Un pays de 7-10 millions d'habitants dans quelques années, d'habitants juifs, peut pérenniser son existence en tournant le dos à son environnement de 200 millions d'Arabes et d'1 milliard de musulmans, d'être et de vouloir être une entité étrangère. Si le choix israélien avait été de s'intégrer, de trouver sa place, la façon violente dont ça a été fait pourrait, avec le temps, être neutralisée. Mais si le choix continue à être, depuis 40 ans, le refus de s'intégrer, cette volonté d'être l'anti-monde arabe, d'être l'avant-poste de l'Occident, puis après de la démocratie, d'être là pour précisément mener la guerre, même si ce n'est pas toujours sur des formes militaires, mais d'être en conflit avec cette région, à terme ça ne marche pas. La néoconservatrice était celle d'une volonté de recolonisation du monde, où Israël s'est jamais senti aussi bien à l'aise dans les 40 dernières années, porté par un esprit du temps qui a été très court relativement, d'une recolonisation Israël, d'un résidu d'un monde passé, et c'est comme ça que même la population israélienne le vivait, par rapport à l'occupation en tous les cas, que le colonisme c'est fini. On est les derniers avec l'Afrique du Sud, et après l'Afrique du Sud on était vraiment les derniers, et que tôt ou tard il va falloir se ranger. On a eu une petite période où non, on est les premiers. On met la politique de recolonisation du monde en tête. Mais ça, c'est daté, c'est court. Je ne pense pas que, je dirais c'est une petite parenthèse, un petit détour. On est dans une situation où bien Israël se prend vraiment en main, et un tournant radical de son auto-perception, de sa place, de la façon dont elle voit sa place et son rôle dans la région. Il y a une tension, je ne dis pas une contradiction, mais une tension entre les valeurs produites par le néolibéralisme, qui sont avant tout des valeurs d'individualisme, du chacun pour soi, de mes intérêts, mon profit, ma carrière, et un projet colonial, et un projet guerrier. C'est des choses, c'est deux tendances avec une forte tension. Et c'est bien la raison pour laquelle la volonté des dirigeants israéliens est toujours de recréer ce nationalisme, ce sentiment d'être avant tout les soldats de la nation. On est là pour servir le projet. L'État juif, l'État d'Israël, l'existence, les noms varient, mais qui entrent en tension avec les nouvelles générations qui sont dans l'esprit du temps, qui sont, moi la nation, bon ça va, elle existe, moi ce qui m'intéresse c'est faire ma carrière, réussir, faire de l'argent, et ces tendances culturalo-politiques, je dirais, entrent en tension avec le projet national. On l'a vu, la capacité, ce qu'on appelle en Israël la crise de motivation. Alors il y a des hauts et des bas, parfois ça va un peu mieux. Aujourd'hui, les dirigeants israéliens soufflent un peu, parce que le nombre de volontaires pour les unités d'élite, pour les corps d'officiers, est de nouveau monté. Mais la tendance générale est à la baisse. Faire une carrière militaire, se dévouer pour la nation, n'est plus à la mode comme il pouvait l'être dans les années 50 ou dans les années 60. Dans une optique politique et celle de confrontation, où il faut payer. Si on est en guerre, il faut payer. Il faut payer de l'argent, il faut payer faire du service militaire, être prêt à mourir, être prêt à voir ses enfants morts. Et ça, on a une société qui devient de plus en plus gâtée. On a appris à ne pas payer et on ne veut pas payer. On l'a vu dans la guerre du Liban. Dès le moment où il y a eu un coup, la guerre de 2006, dès le moment où ça a commencé, il y a eu un soutien massif au départ. Et puis lorsque
Le coup est à la fois en termes de soldats tombés, et en termes d'opinion publique internationale, voire même en termes d'image de soi. Là, non, c'est trop cher, alors on revient à la maison. Que faire pour changer la politique israélienne? Pour le bien d'Israël y compris, sanctionner, sanctionner, sanctionner. Rien n'est plus mauvais pour un individu, comme pour une société, comme pour un État, de se sentir dans l'impunité. Serait-ce, je dirais, comme par amour pour Israël, pour les Israéliens, ceux qui disent aimer et vouloir le bien d'Israël, mais ils leur font le plus grand mal en refusant de sanctionner. Il faut sanctionner parce que c'est faire justice aux Palestiniens, il faut punir, il faut sanctionner aussi par hygiène des relations internationales, c'est-à-dire un peuple qui se met hors la loi doit être puni, sinon on est dans une jungle internationale, on n'est plus dans un monde avec des règles. Mais il le faut aussi, il faut pour faire justice aux Palestiniens, mais il le faut aussi pour amener quelque part les Israéliens dans le droit chemin. L'Europe en particulier, beaucoup plus même que les États-Unis, a les moyens de sanctions pas douloureuses, mais très efficaces et rapides. Comme partenaire, comme l'a dit Bernard, partenaire principal économique d'Israël, 30% du commerce extérieur c'est avec l'Europe, comme partenaire principal dans la recherche, dans tout sauf dans le militaire, l'Europe a les moyens en levant un sourcil, avant même d'appliquer les sanctions, en menaçant, en disant qu'il est temps de mettre au diapason Israël, au diapason des normes dont se prétend l'Europe, de faire respecter l'article 2 des accords d'association entre Israël et l'Union européenne. La seule mention de cela serait suffisante pour faire réfléchir le gouvernement israélien et l'opinion publique israélienne. On l'a vu dans le passé, c'est pas la peine d'utiliser des bulldozers et de faire le siège d'Israël et de couper toutes les relations commerciales et diplomatiques. Il suffit parfois d'un signe pour qu'on se calme en Israël. Répression, qui n'est pas forcément, ou pas essentiellement une répression policière, mais qui est encore plus une répression morale, un nouveau discours qui a été mis en œuvre, encore une fois par lui, par Ehud Barak, à partir d'octobre 2000, la fête est finie. C'est ce qu'a dit Ehud Barak. Pendant une vingtaine d'années, vous avez cru que vous êtes des citoyens égaux, vous pouvez faire des manifestations, vous pouvez revendiquer, ce qui est vrai. Il y a eu une période d'ouverture. L'égalité, on en était loin. Je dirais que celui qui a le mieux exprimé la position israélienne de ces 20 ans, ça a été Yitzhak Rabin, qui a promis aux dirigeants arabes moins d'inégalité. Il a dit, je ne vous promets pas d'égalité parce que je ne suis pas un menteur. Il n'y aura pas d'égalité dans l'État d'Israël. Mais je vous promets beaucoup moins d'inégalité. Et vous avez intérêt à vous tenir à carreau avec le langage des années 50, le langage de l'administration militaire, à laquelle les Palestiniens étaient soumis sous l'époque de Ben Gurion. Si vous vous tenez pas, si vous dépassez une certaine limite, on revient à l'administration militaire. Les années 50, ça peut revenir. Ça a été le discours d'une grande brutalité d'Ehud Barak. Lieberman, maintenant, va faire une série de lois, de mesures, mais surtout une ambiance qui veut remettre les Palestiniens à leur situation dans les 2 premières décennies d'Israël. Des citoyens, certes, mais tolérés, confinés dans leur zone, et qui ont intérêt, et à qui on répète tous les jours, tenez-vous à carreau, parce que sinon, bon débat. La porte est ouverte, c'est la menace permanente. C'est là, elle terrorise. Elle terrorise la population, et on va connaître, j'ai très peur, une dépolitisation. Les gens vont... La peur, et on la sent déjà, la peur, lorsqu'on a un discours, c'est ça le fascisme en fait, lorsqu'on a un discours brutal, on veut obtenir la passivité des gens et leur soumission.